Bonjour à tous et bienvenue à ce panel d'Emerging Valley qui va être consacré aux questions d'investissement Genderless et d'entrepreneuriat féminin sur le continent africain. Je suis très contente d'animer ce panel sur un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur, je crois, à mes deux intervenantes que je vais présenter tout de suite. Donc, bienvenue à toutes les deux. À mes côtés, Afou Touré Sang, qui est une entrepreneure de nationalité ivoirienne, qui est une experte financière et philanthrope. Elle a une très longue expérience dans le financement des entreprises africaines et leur développement à l'international, notamment au sein de la Banque africaine de développement et de la SFI à la Banque mondiale. Et puis, elle a accompagné de nombreuses entreprises dans leur développement financier et humain, au sein de Deloitte notamment, d'UBS Investment Banking, etc. Et puis, il y a quelques années, elle a créé HTS Partner, qui est son cabinet de conseil, où elle œuvre à libérer le potentiel des PME africaines à travers des conseils stratégiques en financement. À mes côtés également, Niall Ranaivoson, qui est directeur d'investissement à Investisseurs et Partenaires, qu'elle a intégré en 2012. Auparavant, elle avait intégré Kiat, qui est une structure londonienne qui est dédiée à la levée de financement pour des projets de développement en Afrique, où elle était la correspondante nationale à Madagascar. Et puis, elle a travaillé également pendant 4 ans dans un fonds d'investissement malgache avant de prendre ses fonctions à IEP. Au sein d'IEP, plus précisément, Niall travaille dans l'équipe IPAE. Donc, c'est là qu'elle définit la politique des fonds IPAE et leur déploiement en Afrique pour la région de l'océan Indien. Et puis, par ailleurs, Niall préside l'association malgache des investisseurs en capital à Madagascar. Donc, bienvenue à toutes les deux. Donc sans plus tarder, parce qu'on n'a que 40 minutes, on va essayer d'être très efficace et d'aborder avec vous un petit peu les enjeux des questions d'entrepreneuriat féminin sur le continent et peut-être essayer de se tourner vers les solutions et vers la compréhension de ce qui bloque encore pour mieux investir sur le potentiel féminin sur le continent. Alors ma première question pour toutes les deux, elle est assez simple. Le taux de femmes qui entreprennent en Afrique, on le sait, est très élevé et plus élevé comparativement que sur d'autres continents. Et on voit de plus en plus de programmes, je pense que c'est votre cas aussi, qui se réclament être genderless. Il y a plein d'initiatives, il y a le WIC en Afrique de l'Ouest, il y a le She Trades Initiative, il y a le programme Tungane mené par Mélanie Capital et financé par ABSA, plutôt sur l'Afrique de l'Est au Kenya. Et même nous, à Investisseurs et Partenaires, nous sommes prochainement conseillères d'un fonds de fonds initié par la Fondation Mastercard qui investira dans des véhicules d'investissement uniquement genderless. Et pourtant, les chiffres du nombre de deals conclus par des femmes dirigeantes d'entreprises restent très faibles et j'aimerais vous entendre analyser un petit peu les raisons de ces chiffres. Peut-être d'abord Afou, puis Niall. Avec plaisir. Donc, effectivement, Marianne, comme tu l'as si bien dit, on constate qu'en Afrique, les femmes sont beaucoup plus entreprenantes. 1 sur 4 femmes crée une entreprise. Donc, on a un taux quand même qui est le plus élevé de tous les continents en termes d'entrepreneuriat féminin. Mais comme on le constate tous, il y a vraiment ce plafond de verre quand il s'agit de la croissance de ces entreprises. Et même quand on arrive au niveau même de l'accès au financement, de pouvoir maintenant être financé, que ce soit par les banques, par des microfinances ou même par des fonds d'investissement. C'est-à-dire que le tunnel devient de plus en plus aminci et on se retrouve à la fin avec très très peu de femmes qui sont dans des deals, dans des transactions. Et nous, on l'explique par 2 grands facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est que l'entrepreneuriat féminin en Afrique est plutôt un entrepreneuriat de subsistance. Donc, on a des femmes qui décident d'entreprendre, mais dans des métiers quand même qui sont typiques, dans lesquels elles entreprennent pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc, on appelle ça souvent les 4C, donc on a la coiffure, la couture, souvent on ajoute le P de tout ce qui est pâtisserie, pain et tout. Et après, on a aussi tout ce qui est commerce de proximité, donc dans les marchés, et on voit beaucoup de femmes. Et c'est les commerces où il y a beaucoup de concurrence, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée pour la plupart des produits qu'elles vendent. Et elle reste effectivement à ce niveau 10 ans plus tard, elle fait le même métier, son chiffre d'affaires reste le même. Il n'y a pas ce désir de se formaliser,
de croître l'entreprise au-delà de son activité quotidienne. Donc ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième, c'est justement au niveau des capacités. Les capacités de ces dames-là à aller beaucoup plus loin que cette passion, que ce désir de pouvoir justement se procurer ce revenu-là. Donc, comment est-ce qu'on aide ces femmes à avoir cette vision de pouvoir lever les fonds, d'aller vers les banques? Il y a beaucoup d'informations manquantes au niveau de ces femmes qui ne savent pas forcément comment les banques fonctionnent. Et donc, il y a quand même ce gap en termes d'accès à l'information. Donc ça, c'est un deuxième problème qu'on voit. Et après, c'est le renforcement de capacité. Donc tous ces programmes-là, nous cherchons à travailler justement au niveau de Week, Empower Her, tous ces programmes qui prennent des femmes entrepreneurs, les forment et les aident à pouvoir accéder au capital. Et même nous qui, à HGS Partner, on a un volet où on veut se concentrer particulièrement sur les femmes, on reçoit quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, on a voulu quand même mettre sur nos sites et partout que, voilà, on a un cabinet de conseil pour lever des fonds, mais on veut aussi avoir ce volet-là où on veut travailler avec les femmes entrepreneurs pour qu'elles sachent que c'est leur place, il faut qu'elles y viennent, mais quand même, on a beaucoup plus de requêtes d'hommes que de femmes. Donc, c'est un gros fossé et voilà, on travaille tout pour y arriver. J'ai vu que ça avait fait sourire Mial. Je te laisse réagir, Mial. Oui, c'est clair. Oui, merci beaucoup, Marianne, merci à toutes les deux. Au fait, moi, comment je vois les choses, c'est tout simplement que on construit les produits, on construit les financements pour des hommes, sans le faire exprès. Et comme tout d'ailleurs dans le monde, les études, les médicaments, tout ça, c'est fait sur la base d'une référence qui est les hommes. Or, prenons l'exemple particulier des femmes entrepreneurs et le financement. Le capital investissement, par exemple, c'est un peu un jeu de séduction. Il faut reconnaître que c'est un jeu de séduction. L'entreprise doit savoir se vendre. L'entrepreneur vient et montre que voilà les choses que je sais faire, voilà où je vais aller, financez-moi. Mais une femme d'instinct est plutôt dans une attitude attentiste. Pour être cru dans les mots, au fait, on ne va pas draguer, on attend qu'on nous drague, alors que le capital investissement, c'est pas ça. Et donc, du coup, on est face à des investisseurs qui attendent à ce que la femme l'entrepreneur se mette à gesticuler, essayer de se faire, se montrer, faire le pont. Mais la femme ne fait pas le pont. Donc, on va dire que le design même de comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce financement n'est pas fait pour les femmes. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la taille. Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs n'ont pas réellement la même ambition que les hommes que de devenir de faire de très grosses boîtes. Ça se voit à travers le réinvestissement de l'argent et des bénéfices qu'elles reçoivent. Les femmes ont tendance plus à réinvestir dans l'éducation et dans la santé. Les hommes réinvestissent dans leur boîte et donc favorisent une croissance. Et donc, les hommes ont tendance à faire en sorte que de mettre de côté l'éducation et la santé qui sont moins importants pour eux, parce que c'est des hommes. Et les femmes, c'est important pour elles, l'éducation et la santé, parce qu'on a nos enfants, pour nous, il faut qu'on les éduque, il faut qu'il y ait des infrastructures de santé. C'est nous qui nous en occupons. Et qui font donc que de ce comportement, elles ont des entreprises qui ne grossissent pas aussi vite que celles des hommes, parce qu'elles ne réinvestissent pas pour faire grandir leurs entreprises. Or, le capital investissement fait que, le financement en capital, pardon, fait qu'on veut investir dans des entreprises qui ont une très grande taille, et au fait, on élimine d'office toutes les entrepreneuses. Et c'est dommage parce que ça veut pas dire que les femmes n'ont pas la capacité de faire plus. C'est que les priorités sont pas les mêmes. Et le résultat est que sur tous les capitaux qui sont investis à travers le capital investissement, seul 1% est dédié aux femmes. Merci Nial, c'est assez intéressant et alors ça me fait penser à plusieurs choses. Quand on a préparé cette table ronde,
Mial, j'ai voulu écrire directrice d'investissement sur ton titre, finalement, AIEP, et tu m'as dit tout de suite non, directeur, parce que c'est un gage de crédibilité et de sérieux dans le monde dans lequel je travaille. Et puis, ce même jour, alors que je préparais la table ronde, je suis tombée sur une interview d'Afou, peu de temps après, où Afou expliquait que femme qui connaît papier, c'est une bénédiction en 2021. Et je me suis demandé, alors est-ce que selon vous, justement, le capital investissement, et en particulier l'investissement d'impact, pourra être le levier qui change les choses pour ces femmes entrepreneurs, ou est-ce que finalement tout ça, c'est un vœu pieux, tant que les mentalités et que les politiques publiques n'auront pas évolué et n'accompagneront pas mieux ce que vivent ces femmes au quotidien? Moi, je suis une fervente croyante. Ouais, désolée, j'ai déjà commencé même avant que je m'appelle. Donc, je disais, moi, je suis une fervente croyante au capital investissement parce que je pense que c'est l'un des produits ou instruments financiers qui ne donne pas que du capital, mais cet accompagnement avec des partenaires techniques qui sont maintenant impliqués dans, dans le succès de cette entreprise parce qu'ils ont de l'equity, ils veulent pouvoir un jour sortir de cette boîte qui aura fait bien sûr de bons chiffres d'affaires. Mais comme Miel a si bien dit, le problème de la taille des tickets. Donc ça, on revient à un de nos gros soucis qui est le coût de la transaction, qui est énormément élevé quand on a affaire à des entrepreneurs. Je pense même jeunes femmes, hommes, affaire à des entrepreneurs sur le continent. Le coût de la transaction est très élevé. Non seulement parce qu'il faut faire tout l'exercice d'avoir les documents requis pour justifier ou même valoriser l'entreprise, mais deuxièmement, il faut aussi déjà pouvoir ce travail-là de production de documents pour tout ce qui est l'investissement de ce capital. Et donc, on a des entreprises qui sont petites, qui vendent des tickets de 500 000 à 2 millions, et on a des fonds qui viennent pour tout ce travail qui va durer 9 à 18 mois et toute cette énergie, ben, je préfère faire un deal de 10 à 15 ans. Et il y en a très, très, très peu déjà, que ce soit sur toute catégorie confondue, et maintenant qui sont dirigés par des femmes, mais ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça ce genre d'initiatives comme WIC, qui sont vraiment dédiées aux entreprises ou aux entreprises dirigées par des femmes, sont très importantes parce que le modèle qui est couramment en place ne fonctionne pas déjà pour beaucoup d'entreprises, mais surtout pas pour les femmes. Donc, quand on parle de comment est-ce que le capital investissement peut changer la donne pour les femmes, non seulement il faut que la taille des tickets soit plus adaptée, il faut que ce soit des fonds dédiés ou bien même qu'on ait un portefeuille voilà, dédié dans l'enveloppe générale aux femmes et que ça vienne avec de l'assistance technique. Sans assistance technique, ben, on se concentre sur des deals qui auront les meilleurs metrics et tout ça, et on se retrouve en train de faire les mêmes choses qu'on aura à la fin, une pipeline avec 11 compagnies dirigées par des hommes et une compagnie juste pour dire « Ah, on a une femme sponsor » et puis voilà. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on change la donne et on a une enveloppe dédiée. On a de l'assistance technique pour aider avec tout ce qui est transaction cost. Et je pense qu'au niveau des DFI, donc les fonds de développement, il y a beaucoup qui sont prêts à investir et à mettre de l'assistance technique à la disposition de ces fonds-là. Donc, il faut que la donne change pour que ce soit plus impactant pour ces femmes entrepreneurs. Je pense clairement que la différence entre un fonds, on va dire, normal et un investisseur d'impact, c'est la mission. C'est-à-dire qu'un fonds normal, aujourd'hui, son objectif, c'est de faire de l'argent. Et de diminuer les risques ESG, y compris même les risques relatifs au gender inequality. Mais c'est dans une logique purement financière, tandis que l'impact investisseur va vraiment réfléchir à pourquoi est-ce que je fais ça. Et donc, ça permet d'introduire une mission qui serait celle de aller dans plus d'égalité,
de genre, par exemple. Et au fait, l'avantage de l'impact investissement, c'est de pouvoir justement avoir d'autres objectifs que juste la rentabilité, qui reste un objectif qui doit être malgré tout atteint, hein. Et ça, c'est un super outil qui fait que, en soumettant cette mission, on se donne les moyens de la réaliser. Et donc, on se donne les moyens comme de faire ce que AFO a proposé, faire en sorte qu'on arrive à couvrir les coûts relatifs au fait qu'on va faire des investissements plus petits, pas forcément moins rentables, hein, mais plus petits, et surtout des accompagnements qui sont plus adéquats aux femmes. On aura beau dire qu'il ne faut pas tomber dans les stéréotypes, mais malgré tout, les capacités extra techniques, il y a certaines choses qui, malgré tout, on n'agit pas de la même manière, on travaille pas de la même manière, on raisonne pas de la même manière, et du coup, on devrait on est moins assertif, par exemple, et donc les accompagnements devraient être également aussi designés sur ces axes-là, pas seulement techniques, par exemple, sur les soft skills. Et tout ça, c'est possible grâce au fait que l'impact investissement peut avoir cette mission-là. Par contre, il faut qu'elle ait cette mission-là. Mm-hmm. Alors, ce que tu dis me fait penser à un rapport que vraiment je préconise à toutes les personnes qui verront ce panel, qui est le rapport qu'a sorti l'ITC il y a quelques semaines maintenant sur l'investissement d'impact Genderlens et sur les 12 leçons de l'investissement Genderlens. Un rapport qui est très enrichissant sur l'accumulation de données et sans doute d'outils pertinents. Et donc dans ce rapport, Suzanne Situma de l'Absa Bank, donc au Kenya, elle dit au fond l'investissement féminin c'est toujours considéré comme une activité qui génère des rendements sur le marché par opposition à un segment de marché rentable. Et donc je vous pose la question, est-ce que c'est pas déjà chez les investisseurs qu'il faut changer de perspective sur ce sujet et changer de mentalité en fait, tout simplement? Afou, je t'en prie, vas-y. Je vois que tu hoches la tête vigoureusement. N'hésite pas à réagir. Non, je pense que le changement de mentalité doit se faire à tous les niveaux. Donc, nous, par exemple, on fait beaucoup de formations au niveau des femmes. Par exemple, elles sont beaucoup plus réticentes au risque. Je pense que, on le disait plus tôt, même aller déjà devant un investisseur faire un pitch, elles sont très réticentes. Quand on parle, on aura une femme qui a un chiffre d'affaires de 100, 200 000 euros qui va aller demander un prêt de 1000, 2000 euros parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir payer, et on prendra un autre homme qui a 2 fois moins le chiffre d'affaires et qui va demander 10. Donc déjà, il y a ce changement de mentalité au niveau des femmes qu'il faut faire. Au niveau des investisseurs, et c'est pour ça quand on parle d'investir dans les femmes, c'est vrai que l'impact investing c'est super parce qu'il y a ce deuxième volet d'impact sur non seulement les entrepreneurs, l'environnement, la communauté et tout ça, mais on veut aussi pouvoir faire comprendre que investir dans les femmes, c'est pas seulement pour de l'impact, mais c'est good business, ça génère des revenus. Et il y a beaucoup de statistiques aussi qui le prouvent, que les femmes payent mieux leurs prêts, elles sont beaucoup plus honnêtes. Il y a toutes ces statistiques-là qui montrent qu'effectivement, investir dans les femmes, c'est rentable. Mais il faut maintenant comprendre que c'est pas, voilà, on n'est pas en train de faire de l'humanitaire, on n'est pas en train de leur donner parce qu'elles n'ont pas besoin, mais voilà, c'est vraiment un investissement qu'il faut faire. Donc, impact plus non impact, il faut vraiment convaincre toute la communauté qu'il faut le faire, mais il faut avoir des produits adaptés à leurs besoins et à leur type d'activité. Parce qu'un autre souci qu'on rencontre aussi, beaucoup de femmes, jusqu'à il y a peut-être une 40-50 années, n'avaient pas le droit à la terre dans beaucoup de pays. Donc, elles n'ont pas nécessairement le type de collatéral qui sont demandés par des banques ou certaines institutions financières pour garantir certains financements. Donc, comment est-ce qu'on trouve d'autres types de garanties qui sont beaucoup plus adaptées, comme la garantie sociale, déjà connaître où elles vivent, ou même avoir certaines informations sur une femme, ça vous donne un certain nombre de garanties. Donc, comment est-ce qu'on adapte nos produits? Et après, au-delà de ça, donc on sensibilise les femmes, on
on sensibilise la communauté d'investisseurs qui gèrent ces fonds. Et après, maintenant, on doit sensibiliser les donneurs. Donc, tout ce qui est les institutions de développement financier, même les pension funds, vraiment, tout le monde doit être sensibilisé et avoir, moi, je crois fortement en tout ce qui est quota, enveloppe et tout ça. Parce que c'est seulement là qu'on pourra faire bouger les choses. Si on reste là, tout le monde doit le faire parce que c'est normal et tout, très bien, ben, on aura 10, 15 personnes qui vont comprendre et qui vont vouloir le faire. Mais si on commence à mettre des quotas en place, OK, 20% de votre portefeuille doit être, on va être obligé d'aller y chercher. Et on va trouver, et on aura beaucoup plus de statistiques pour démontrer que voilà, on a eu 20%, ça a bien passé à 30, on peut passer à 40. Donc pour moi, je crois fortement à cette sensibilisation, mais à tous les niveaux. Les femmes elles-mêmes, elles doivent être leur plus grande alliée pour dire que oui, on veut aller au-delà. Et nous, quand on les sensibilise, c'est de dire, voilà, tu as ta petite entreprise aujourd'hui, mais regarde, comment est-ce que ton entreprise peut être Carrefour demain? Comment est-ce que voilà, tu peux te formaliser afin de pouvoir accéder à certains financements et même structurer l'entreprise de manière correcte? Les femmes, elles donnent les emplois à toute la famille et tout, mais ils ne sont pas forcément qualifiés. Donc, il y a vraiment toute cette sensibilisation qui doit se faire, mais vraiment à tous les niveaux. C'est très intéressant et bon, ça montre aussi en quoi les politiques publiques doivent être très complémentaires de l'initiative privée et à quel point en Afrique il faut vraiment cruellement que ces politiques publiques soient plus incitatives en faveur des femmes. Niall, est-ce que tu as des remarques à faire sur cette question? Je ne vais pas revenir sur ce que Afo a déjà dit. Je vais peut-être juste ajouter un point, c'est que statistiquement parlant, dans une banque ou dans un fonds d'investissement, lorsque l'équipe est dirigée par une femme, eh ben, automatiquement, on a 3 fois, 4 fois plus de femmes qui bénéficient de la solution de financement. C'est une statistique et ça signifie, au fait, ça montre que les grilles de lecture sont différentes tant du côté investisseur que du côté entrepreneur, et que donc peut-être le premier changement, c'est féminiser les équipes. Il faut féminiser les équipes, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que dans notre équipe d'investissement actuelle chez IEP, effectivement, les femmes entrepreneurs sont celles qui ont bénéficié d'un financement de la part d'IEP sont celles qui, par exemple, sont monitorées par moi ou par mes collègues femmes. Donc c'est la preuve. Et donc le changement, il n'est pas seulement idéologique, il est aussi dans les équipes d'investissement et dans les équipes des banques. Et malheureusement, statistiquement parlant encore, on est encore très peu aussi de femmes dans les équipes d'investissement des fonds de private equity. Oui, ça, ce sera vraiment une des clés du changement. Alors justement, parlons de façon transparente et puis peut-être directe. Est-ce que chacune, vous avez en tête une entreprise, pas besoin de la nommer sans doute, mais dont vous pouvez affirmer que son chiffre d'affaires a été impacté négativement par le fait que la dirigeante était une femme, non pas par son propre manque de compétences, mais bien parce que l'univers dans lequel elle évolue est un univers pensé et fait pour les hommes et qui l'a empêché de développer son entreprise. Est-ce que c'est des exemples que vous avez souvent au quotidien, chacune dans votre expertise, soit d'accompagnement, soit de financement de PME? Je laisse commencer celle qui veut la première défendre les femmes entrepreneurs. En fait, nous, j'ai peut-être au fil du temps, ça va me venir un exemple concret, mais je pense qu'un gros souci impacte beaucoup, c'est la question maritale. C'est-à-dire, une fois qu'une femme se marie et qu'elle a des obligations, le poids de tenir la maison et de s'occuper de ses enfants pèse énormément sur la femme. Et donc, on a beaucoup de femmes qui, voilà, un exemple vient de me venir en tête, dès qu'elles commencent à avoir des enfants, on voit que soit elles abandonnent complètement l'activité,
leur chiffre d'affaires tombe drastiquement, par exemple, parce qu'elles doivent rentrer beaucoup plus tôt, récupérer les enfants, parce que non seulement, c'est comme si elles avaient deux, trois jobs à plein temps. Parce que non seulement elles doivent Ouais. gérer leur entreprise, s'occuper des enfants, du mari, de la maison. Et donc, on a beaucoup de femmes, d'autres qui acceptent l'aide et prennent vraiment d'autres dames pour les aider, mais d'autres qui sont complètement sous ce poids des obligations conjugales qui vraiment les empêchent de vivre leur ambition à un certain niveau. Par exemple, on a plusieurs corps de métier même où beaucoup de femmes, parce que moi je sensibilise effectivement dans la même ligne que Miali, c'est on veut encourager les femmes à aller vers les carrières en finance et puis se concentrer, aller vers d'autres métiers atypiques. Mais les horaires, elles sont là. Non, mais du tout, en banking, finir à 12 heures, c'est pas possible. Et voilà. Et donc, comme on le disait, certaines de ces carrières n'ont pas été construites forcément avec tout ce qui est même bien-être, question de. C'est pas très sain, même certains environnements. Je dirais que même très tôt dans ma carrière, on avait beaucoup de bros clubs où tu te sens pas forcément très invité. Et donc, même, ça a un effet sur ta performance. Moi, je sens, sans trahir le nom, mais dans certaines entreprises, quand l'environnement n'est pas conducif à on dit même à une femme à exprimer certains besoins, ben, tout ça, ça a un effet sur la performance de la femme dans cette activité ou dans cet environnement. Donc, je pense que c'est ces deux exemples que je peux citer déjà, le poids de la famille, des responsabilités conjugales et puis aussi l'environnement dans certains milieux qui ne sont pas très conduisifs pour les femmes. Merci à vous. Génial, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ça peut paraître surréaliste des fois, euh, mais au fait, lorsque des hommes ou des personnes cherchent des fournisseurs et qu'on a plusieurs fournisseurs, plusieurs interlocuteurs en face, systématiquement, la personne va approcher la femme pour demander où est le boss. Le patron. Où est le patron et au fait, ce n'est pas assimilé. Systématiquement, on n'est pas assimilé comme celle qui pourrait être à la tête d'une entreprise. Quand je dis on, c'est les femmes. Hein. Et donc, en fait, on ne voit même pas notre entreprise de ce fait-là. Et ça fait passer des marchés, on perd du chiffre d'affaires, on perd des occasions parce que personne ne pense même qu'on puisse exister. Et ça arrive quasi systématiquement. Oui, on est investisseur pour mon cas, mais même en tant qu'investisseur, on a des hommes entrepreneurs qui viennent et qui comprennent pas comment est-ce que une entreprise d'investissement puisse avoir une femme qui va traiter des dossiers, qui va décider des dossiers et tout le reste. Donc c'est l'association dirigeants et femmes. Les gens ne le font pas. Et quand je dis les gens, c'est pas seulement les hommes, hein, c'est les femmes également. Et ça fait perdre des occasions. Ouais, c'est assez terrible. Alors peut-être pour s'axer sur les solutions et ce qu'il y a à faire, vous en avez cité certaines, hein, et on est complètement alignés. C'est vrai qu'avec du recul, on sait aujourd'hui que le financement de long terme, l'accompagnement extra-financier, à Fou on a déjà parlé, la baisse des coûts de transaction, etc., ça aide beaucoup les femmes entrepreneurs. Alors, selon vous, comment les outils pourraient être mieux adaptés et surtout, quel est l'outil numéro 1 que vous recommanderiez de façon inconditionnelle à la fois aux femmes entrepreneurs, mais peut-être aussi aux financeurs et aux bailleurs de fonds qui créent tous ces programmes d'appui à l'entrepreneuriat féminin en Afrique? À Fou. Je vais laisser Miel aller first. Allez.
Moi, je Laisse la reste sur parole. mon idée de... Je reste sur mon idée que il faut designer les produits pour les femmes. Il ne s'agit pas de faire des trucs, des choses spéciales pour les femmes et d'en exclure les hommes. C'est dans la manière dont on pense les produits, dans la manière dont on pense les programmes. Il faut penser à un public féminin, il faut penser à comment le public féminin travaille, comment il se construit, c'est quoi la taille de leur entreprise, et donc adapter ça, que la généralité devienne la femme, voilà, en quelque sorte. Pour l'instant, la généralité, c'est les hommes. C'est une très belle phrase. À vous? Très bien. Et moi, je dirais, même quand on adapte ces produits-là, il faut aussi les adapter en fonction des régions, en fonction des femmes, parce que après, on se dit, la femme entrepreneur, elles ne sont pas toutes dans le même moule. Et pour nous, surtout sur le continent, il faut des produits adaptés aux réalités du continent. Et par exemple, on a parlé de plusieurs types de produits. Aujourd'hui, le digital est un vrai outil. On n'a pas nécessairement le programme de credit scoring que d'autres pays plus développés ont pour quand même juger certains accès, mais les femmes utilisent beaucoup tout ce qui est mobile money, les transactions. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter les produits à leur réalité et à ce qui est, à tout ce qu'on a à notre disposition ici, au fait. Donc, non seulement je suis totalement d'avis avec Nial pour dire que oui, on doit avoir des produits femmes adaptés au type d'entreprise et aussi à l'environnement dans lequel elles opèrent. Et au-delà de cela, pour nous, l'éducation est, disons, primo ou secondo chez nous parce que justement, beaucoup de femmes n'ont aucune idée même de toute la landscape de capital auquel elles ont accès. Quand on leur dit, par exemple, vous n'êtes pas obligé de débuter toute seule votre entreprise, si vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous donner, par exemple, du seed funding, du love money, ça se fait. Mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on leur explique ce genre de système? Après, comment est-ce qu'on passe à la microfinance, à la mésofinance, avant d'arriver aux banques, avant même de parler de capital d'investissement? Donc, tout ça, cette éducation-là est essentielle. Et aussi, en dehors même de l'accès au financement, quand on a ces formations avec elles, comment est-ce qu'on améliore même leurs opérations quotidiennes? Comment est-ce qu'on optimise, par exemple, une procédure qui peut être peut-être de 1 heure, qui passe toute la journée? L'éducation, déjà, est très, très importante pour nous, pour aider ces femmes-là à aller au prochain niveau. Et après, c'est l'identification maintenant de championnes régionales. Il est important d'identifier, parce qu'on a eu depuis un long moment beaucoup de, même quand on parle de Forbes list, Times list, ça a toujours été des hommes en tête d'affiche. Même quand on regarde la liste des milliardaires, c'est toujours 10 hommes et après, il y a une femme qui traîne quelque part au milieu. Comment est-ce qu'on identifie ces dames, parce qu'il y en a qui sont des chefs d'entreprise à succès, et qu'on les mette en avant afin de créer une pipeline de femmes qui, quand elles lancent leur entreprise, se disent, bon, moi, je veux être la prochaine telle. Elle n'est pas obligée de dire Dangote. Donc, justement, féminiser ce rêve-là afin qu'elle se voie là et qu'elle se donne les moyens d'y arriver. Donc, voilà quelques solutions que je propose. Et Nial et toi faites certainement partie de ces femmes qui peuvent et qui devront sans doute être exactement inspirées et être les courroies transmission, entre guillemets, de ce genre de message. Alors peut-être pour clôturer, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat féminin, on n'a pas cité d'entreprise, et ce serait chouette que chacune, vous nous donniez un exemple d'entreprise dirigée par une femme et un exemple qui vous a vraiment fait penser dans les derniers mois, waouh, cette personne gère très bien ce qui est en train de lui arriver et elle aura un impact sur l'entrepreneuriat des femmes en Afrique dans les prochaines années. Nial, si tu veux commencer. On va faire la trajectoire de Madagascar, de l'océan Indien jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ce qui est sympa, c'est que pour le coup, j'ai un peu l'embarras du choix et je ne sais pas lequel quel Ça, c'est bon exemple signe. prendre. Oui. Mais du coup, je vais prendre Swafia, qui est une entreprise qui fait de la collecte
de grains secs pour la transformer d'un côté ou l'exporter de l'autre, faire du packaging et l'exporter, et qui utilise également ces sous-produits pour faire de la provanderie, pour faire de la provence. La société est dirigée par une femme qui s'appelle Malal et qui était un peu dans son coin parce que personne ne la connaît et qui a compris qu'il fallait miser sur la qualité des produits, la traçabilité des produits, pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, ils sont 4 fournisseurs de la brasserie locale à Madagascar, la filiale de Castel. Normalement, Castel fait un appel d'offres tous les ans pour déterminer le prix et la quantité qui sera allouée à chaque fournisseur. Et depuis cette année, grâce à tous les efforts que Malal a fait en matière de mise en place d'un système de management de qualité et de traçabilité, au fait, la Star ne la fait plus concurrencer avec les autres fournisseurs, mais son client donc prend systématiquement chez elle parce qu'il sait que elle est dans les normes que lui cherche et qu'il a intérêt à la chouchouter entre guillemets parce que il y en a au moins une qui arrive à matcher les exigences. Et au fait, maintenant, ils sont sur du gré à gré et elle est mieux payée que n'importe quel autre fournisseur à Mada. Et franchement, je m'attendais pas à ce résultat et chapeau. Est-ce qu'elle s'attendait à ce résultat? On dit souvent que les femmes doutent de leur propre capacité à avoir du succès. Non, tu as raison. Elle s'y attendait pas du tout. Et aujourd'hui, elle pense que c'est temporaire et elle comprend pas pourquoi c'est comme ça. Ouais. Même, Il faut sortir alors du que narratif où c'est de la chance, quoi. Oui, c'est ça. Pour elle, c'est de la chance, alors que le directeur le client a dit clairement que c'était parce qu'elle arrivait à matcher euh, la qualité que eux Donc la voulaient. prochaine étape est psychologique, quoi. Afou, un exemple du côté de l'Afrique de l'Ouest? Oui, donc moi, c'est une dame qui est très, très inspirante, donc Massobe, et sa structure s'appelle Sita. Donc, ils sont dans la transformation de la noix de cajou, la production, ils récoltent et tout. Et aussi, ils achètent et ils transforment la noix de cajou, la nacade. Et cette dame-là, il y a deux choses que j'admire beaucoup chez elle. Non seulement elle est très visible, et ça, il y en a beaucoup, beaucoup moins de notre côté et la même critique pour ça. Moi, je trouve que c'est formidable. On a beaucoup de femmes aussi visibles et parce qu'elle est tout le temps en train de parler de son entreprise, de sa bataille au niveau de la NARCAD. Elle est impliquée dans les différents conseils d'administration des entreprises décideurs, même au niveau public et privé. Donc, elle est très sollicitée pour les panels et elle est visible sur un certain nombre de plateformes. Et pour moi, c'est très, très important d'avoir ce genre de femme parce que dès qu'on pense à une femme entrepreneur, ben, on pense à elle. Mais pour moi, il est important aussi de voilà, avoir cette ligne-là où il y a d'autres personnes qui... Ah, je crois qu'on a un petit peu perdu Afou. On va vérifier si elle parvient à se reconnecter. Afou, est-ce que tu nous entends? Apparemment pas. Cela dit, on arrive à peu près au terme du temps qui nous est alloué pour ce panel. Peut-être, Mial, on interrompt souvent les femmes et on leur laisse pas forcément la parole. Donc je vais peut-être vous laisser le mot de la fin à Afou et à toi. Peut-être commencer par toi le temps que Afou puisse se reconnecter. Si ce n'était que ça. C'est pas les obstacles, qui manquent. Ce n'est pas uniquement les paroles interrompues. Il y a réellement beaucoup d'obstacles, mais heureusement qu'on est suffisamment forte pour les surmonter.
C'est une bonne conclusion. Alors, Afou, est-ce que tu arrives à nous entendre et souhaites-tu conclure le cas échéant? J'ai l'impression que non, sa caméra est figée. Eh bien, écoute, je vais te remercier, Minal, ainsi qu'Afou, si elle nous entend. C'était intéressant. Je crois que c'est important de parler dans des tables rondes, dans des panels, etc. Ah, très bien, Afou. Donc, on t'écoute peut-être pour le mot de la conclusion, Afou. On est arrivé au... Oui, donc je dis la valeur ajoutée de la transformation, et au lieu d'exporter la note cajou, maintenant il a transformé très bon paquet prise à la fois, et c'est l'un des très rares produits qu'on trouve sur face made in Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important parce qu'on consomme tellement d'importés qu'à un moment donné, on se dit que la qualité vient de l'extérieur. Et elle arrive à mettre ces produits de qualité-là en concurrence avec les produits extérieurs. Donc voilà, des femmes, choses merveilleuses. Merci beaucoup, Afou. Est-ce que tu souhaites dire un mot de conclusion, de manière générale, quelque chose que tu aurais envie qu'on retienne sur ce sujet? Merci ce panel féminin. C'est rare, donc je félicite Marianne d'avoir réuni déjà les femmes pour ce panel. Et pour moi, l'investissement, il va en soi qu'il va falloir que ça change, et on commence à investir en plus dans l'entrepreneuriat féminin. Pour ce faire, il faudra vraiment des produits adaptés et nous assurer que ça marche. Et pour cela, il faut que les femmes soient impliquées, et non seulement dans la structuration, dans tout le processus sur toute la ligne. Donc, voilà. Donc des paroles, mais aussi des actes et des équipes d'investissement et des entrepreneurs qui se transforment pour mieux intégrer les femmes. Gageons que l'an prochain, si on se réunit à Emerging Valley, entre-temps, des programmes auront porté leurs fruits, plus de femmes entrepreneurs seront visibles, et que les panels tout féminins ne seront plus quelque chose à souligner, mais aussi normaux que le sont les panels intégralement composés d'hommes. Je vous remercie toutes les deux chaleureusement. On va vous laisser pour que vous puissiez regarder d'autres panels d'Emerging Valley. Et on vous souhaite une très bonne journée à tous.